Dernièrement, en me trouvant à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, il m'est souvent difficile de savoir si je suis encore en France ou déjà à l'étranger, tant le nombre d'étrangers arrivant sur le territoire est impressionnant. Il semble que, au-delà des simples touristes, le nombre de travailleurs étrangers et de jeunes venant passer une longue période en France grâce au programme Vacances-Travail ait explosé. L'héroïne de notre histoire d'aujourd'hui était l'une d'entre eux. C'est l'histoire d'une jeune femme norvégienne venue en France avec son amie en PVT après avoir terminé ses études dans le but de découvrir la vie à la française. Alors qu'elle travaillait dans un café parisien, elle s'est soudainement sentie suffoquée et a failli s'effondrer. À cet instant, un jeune homme français s'est approché et l'a enlacée par derrière, la laissant complètement immobile. Que s'est-il passé exactement? Laissez-moi vous raconter cette histoire. Je m'appelle Cyril et je viens de Norvège. J'ai grandi dans un pays où les hivers enneigés et les saisons changeantes, parfois longues, parfois brèves, sont la norme. J'ai toujours été animée d'une immense curiosité pour les autres pays du monde. Cette curiosité s'est intensifiée lorsque j'ai rencontré Karin pendant mon service militaire, obligatoire pour les hommes comme pour les femmes en Norvège. Affectés à la même unité d'entraînement, Karine et moi sommes devenus amis dès le premier jour. En endurant ensemble le froid et les entraînements rigoureux, nous parlions de nos rêves. Cyril, une fois l'armée terminée, je veux faire le tour du monde. Et toi, quel est ton rêve? À sa question, j'ai réfléchi un instant. Moi aussi, j'aimerais vivre dans un autre pays, mais pas comme une touriste. Je veux y travailler, y vivre comme une locale. Je me souviens encore de ces mots. Après notre service, nous sommes restés les meilleurs amis du monde. Nous avons voyagé ensemble à travers l'Europe, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne. Mais partout où nous allions, les paysages et les cultures, bien que différents, nous semblaient familiers. Nous ressentions un manque, une envie d'autre chose. Nous voulions découvrir un lieu radicalement différent, une culture totalement nouvelle. Diplômés de l'université, nous avions chacune notre travail, mais nous passions nos week-ends à déplier une carte du monde, rêvant à notre prochaine destination. Un jour, Karine m'a appelée, la voix vibrante d'excitation. « Tu as déjà entendu parler de la France. Je suis devenue accro aux films français récemment, je trouve que c'est un pays fascinant. » Honnêtement, jusqu'alors, je ne connaissais que très peu la France, juste ce que j'avais appris en cours d'histoire. Mais sur la suggestion de Karine, nous avons commencé à nous plonger dans la culture française. Nous avons écouté de la chanson française, regardé des films de la nouvelle vague et goûté à la gastronomie dans les quelques bistrots d'Oslo. Ce qui nous a le plus surprise, c'est de découvrir que ce pays, riche de son histoire, était aussi une puissance technologique et l'une des destinations les plus visitées au monde. Cyril, et si on faisait un PVT? La France a un accord avec la Norvège. On pourrait y vivre et travailler pendant 1 an. La proposition de Karine était incroyablement séduisante. Nous avons immédiatement commencé les préparatifs. De la demande de visa à l'apprentissage des bases du français, nous avons tout fait ensemble. Et après 6 mois de préparation, nous avons enfin atterri à l'aéroport Charles de Gaulle. Je me souviens encore parfaitement de ce mélange d'excitation et d'appréhension en posant le pied en France pour la première fois. Paris était bien plus grande et vibrante que dans mon imagination. Une ville qui ne dort jamais, une connexion Internet haut débit, une carte de transport unique pour tous les déplacements. Tout était nouveau et fascinant. Après mûre réflexion, nous avons loué un petit studio ensemble, près du quartier du Marais. Par chance, nous avons trouvé un travail dans le même café. Ce café, nommé le Café Fleury, était un lieu fréquenté par de nombreux étrangers. Grâce à cela, nous prenions souvent les commandes en anglais, ce qui allégeait la barrière de la langue. La première semaine fut épuisante. Apprendre à préparer le café à la française, se familiariser avec le système de caisse complexe et mémoriser les salutations de base en français nous laissait chaque soir exténués. Environ 1 mois plus tard, un vendredi soir particulièrement bondé, je profitais de ma pause pour manger un sandwich à la hâte. Karine servait en salle, tandis que je tentais de calmer ma faim dans l'arrière-cuisine. Pressée, j'ai avalé une grosse bouchée sans bien la mâcher. À cet instant, j'ai senti quelque chose se coincer dans ma gorge. Au début, j'ai pensé qu'un peu d'eau suffirait. Mais impossible d'avaler quoi que ce soit. Je sentais l'air me manquer. Un morceau de blanc de poulet du sandwich devait être bloqué. Me tenant la gorge, j'ai titubé vers le comptoir, incapable d'émettre le moindre son. Mon visage est devenu rouge, ma vue a commencé à se brouiller. Karine, en me voyant, s'est précipitée vers moi, paniquée, ne sachant que faire. Les clients autour de nous semblaient également désemparés face à cette scène soudaine.
C'est alors qu'un homme, qui travaillait seul sur son ordinateur portable dans un coin du café, s'est levé d'un bond et s'est dirigé vers moi. « Ça ne va pas? Quelque chose est coincé dans votre gorge ?» J'ai à peine réussi à hocher la tête. L'homme m'a immédiatement saisi et s'est placé derrière moi. Il a passé ses bras autour de ma taille, juste au-dessus de mon nombril, et a exercé une forte pression vers l'intérieur et le haut. Une fois, 2 fois. À la 3e compression, le morceau de pain a été expulsé de ma gorge. La sensation de l'air remplissant à nouveau mes poumons était comme une renaissance. Je me suis effondrée sur le sol, toussant violemment. En reprenant mon souffle, des larmes se sont mises à couler abondamment sur mes joues. Un mélange de soulagement, de peur et de honte m'a submergée. « Est-ce que ça va? Vous arrivez à respirer correctement ?» L'homme s'est agenouillé pour se mettre à mon niveau. C'est là que j'ai vraiment vu son visage pour la première fois. Il était incroyablement calme. Alors que tout le monde paniquait, lui seul vérifiait mon état avec sang-froid. « Oui, oui, merci beaucoup. » J'ai à peine réussi à articuler ces mots. Ma gorge était douloureuse. « Vous devriez peu être allé aux urgences. Vous pourriez vous être blessé à la gorge. Karin est intervenue, mais nous sommes étrangères. Aller à l'hôpital risque d'être compliqué. Je peux vous aider ?» a-t-il dit, sans hésiter. Il y a un grand hôpital pas très loin d'ici. C'est ainsi que, secouru par un Français que je venais de rencontrer, je me suis retrouvée en route pour les urgences. Il s'appelait Léo, un web designer freelance de 28 ans qui venait travailler tous les jours dans ce café. À l'hôpital, Léo a expliqué la situation à l'infirmière. Étant étrangère, les formalités auraient pu être complexes, mais il s'est porté garant et m'a aidé à remplir tous les papiers. Le temps d'attente aux urgences fut plus court que prévu. En moins de 10 minutes, un médecin a examiné ma gorge. Heureusement, il n'y a pas de lésion grave. Votre gorge est un peu irritée et sera peut être douloureuse. Buvez de l'eau fraîche et mangez des aliments mous comme de la soupe pendant quelques jours. Léo m'a traduit les paroles du médecin. Le plus surprenant fut le coût des soins. Pour une consultation aux urgences et un examen simple, la facture aurait été bien plus élevée en Norvège. En France, c'était vraiment abordable. Léo m'a expliqué que grâce au système de sécurité sociale, la prise en charge des frais médicaux était très importante. J'ai entendu dire que la Norvège est aussi un État-providence, mais le système de santé est différent, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Oui, notre assurance maladie est bonne, mais les temps d'attente aux urgences sont très longs et les procédures complexes. C'est la première fois que je suis examinée aussi rapidement. Darspatesesteran au apudosit. Léo a esquissé un léger sourire à ma réponse sincère. En sortant de l'hôpital, il était déjà plus de 22 heures. Léo nous a raccompagnés au café et a insisté pour nous ramener chez nous après la fermeture. Dans le taxi, une question me brûlait les lèvres. Comment avez-vous pu réagir si vite? Où avez-vous appris la manœuvre de Heimlich? Léo a répondu d'un ton naturel. En France, on nous enseigne les gestes de premier secours dès le collège. Et j'ai aussi passé une formation plus complète quand j'étais étudiant. En entendant cela, j'ai échangé un regard avec Karine. Nous avions fait l'armée, mais nous n'avions jamais vraiment ressenti l'importance de cette formation pratique au premier secours. La réaction calme et rapide de Léo n'était pas seulement due à ses connaissances, mais probablement aussi à une formation et une expérience réelle. Devant notre immeuble, Léo m'a donné sa carte de visite. « Je passerai au café demain, donnez-moi de vos nouvelles et si vous avez le moindre problème pendant votre séjour à Paris, n'hésitez pas à m'appeler. » Cette nuit-là, allongée dans mon lit, le regard fixé sur le plafond, j'étais envahie d'une sensation étrange, un mélange de peur, de soulagement et d'un début d'émoi pour cet inconnu. Le regard calme de Léo, l'homme qui m'avait sauvé la vie, revenait sans cesse dans mon esprit. Était-ce le destin? Cette pensée a traversé mon esprit. Rencontrer celui qui me sauverait la vie à des milliers de kilomètres de la Norvège, cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. L'événement de cette journée, bien qu'ayant été une crise, était aussi le début d'un salut qui allait changer ma vie. Le nom de Léo était désormais gravé dans mon cœur. Pendant plusieurs jours, j'ai dû m'absenter du café à cause de ma gorge douloureuse. Pendant que Karine travaillait seule, je me reposais à la maison. À ma grande surprise, Léo passait au café tous les jours pour prendre de mes nouvelles. Le deuxième jour, il est même venu jusqu'à notre appartement avec un velouté de légumes qu'il avait acheté. Quand j'ai ouvert la porte et vu son sourire, j'ai senti mon cœur battre la chamade. Vous vous remettez bien. En France, quand on est malade, on mange souvent de la soupe. J'ai pensé que ce serait bon pour votre gorge. Sa gentillesse m'a profondément touchée.
C'est ainsi que Léo est entré naturellement dans mon quotidien. Au début, nous ne parlions qu'au café, mais nous avons rapidement commencé à dîner ensemble ou à prendre un verre après son travail. Léo me faisait découvrir les trésors cachés de Paris. Au début, j'étais parfois déconcertée par certains goûts de la cuisine française, mais grâce à Léo, j'ai appris à en apprécier la profondeur. Ce soir, on va goûter un bœuf bourguignon. C'est un plat traditionnel, tu vas adorer. Par cette aisessure, grâce à ses attentions délicates, je suis tombée amoureuse de la gastronomie française. Je lui parlais de la Norvège et il m'apprenait des choses sur la culture française. Notre curiosité et notre respect mutuel pour nos pays respectifs nous ont encore plus rapprochés. Ce qui m'a particulièrement frappée, c'est le sentiment de sécurité à Paris. Même en rentrant seule après 23 heures, les rues étaient éclairées et animées. En Norvège, il serait effrayant pour une femme de marcher seule si tard, mais ici, c'est vraiment sûr. À mes mots, Léo a souri avec une pointe de fierté. Paris a beaucoup de caméras de surveillance et il y a toujours du monde dehors. Mais faites quand même attention en rentrant seule. Son inquiétude sincère m'a réchauffé le cœur. Grâce à Léo, mes progrès en français se sont accélérés. Il m'apprenait des expressions utiles pour le travail au café et corrigeait ma prononciation. En passant de plus en plus de temps avec lui, je me sentais de plus en plus à l'aise à Paris. Le plan complexe du métro parisien ne me semblait plus si intimidant. 1 mois plus tard, notre relation avait évolué au-delà de la simple amitié. Nous faisions du vélo au bois de Boulogne, nous admirions la vue depuis le sommet de la Tour Eiffel et nous nous promenions à Montmartre. Chaque jour était une nouvelle aventure pleine de frissons. Léo m'expliquait l'histoire et la culture de la France, comblant ainsi ma curiosité. Cependant, une ombre a commencé à planer sur ce bonheur, le changement d'attitude de Karine. Au début, elle semblait m'encourager dans ma relation avec Léo, mais peu à peu, son visage s'est assombri. Même au café, elle est devenue distante et froide. Un soir, alors que Léo était venu au café comme à son habitude pour m'attendre, un incident s'est produit. Je faisais la vaisselle en cuisine et Karine servait en salle. Alors que Léo, assis à une table, consultait son ordinateur, un grand bruit a retenti. « Oh pardon, ma main a glissé !» C'était la voix de Karine. Je suis sortie précipitamment et j'ai vu que la chemise blanche de Léo était tachée de café. Karine, feignant la panique, essuyait sa chemise avec une serviette. Mais ses gestes étaient bien trop familiers. Elle frottait sa poitrine plus que nécessaire et a même passé sa main près de son cou. En voyant cette scène, j'ai eu le souffle coupé. Léo était visiblement mal à l'aise, mais il a poliment dit « C'est bon, merci, je vais le faire moi-même » en prenant la serviette. Pourtant, Karine a insisté « Je suis vraiment désolée, laissez-moi me faire pardonner. Êtes-vous libre demain ?» Elle lui faisait des avances de manière flagrante. Léo a décliné poliment, mais j'ai décelé dans le regard de Karine une lueur de mauvais augure. Ce soir-là, sur le chemin du retour, je me suis excusée auprès de Léo. Le comportement de Karine était vraiment déplacé. Je suis désolée. Léo a ri et a agité la main. Ne vous en faites pas, c'était juste un accident, mais je savais que ce n'était pas un simple accident. Le geste de Karine était clairement intentionnel. 2 jours plus tard, un événement plus grave s'est produit. Karine s'est soudainement plainte de se sentir mal au café et s'est effondrée. Léo, qui était là, s'est immédiatement précipité pour la soutenir. Karine, comme si tout avait été calculé, est tombée dans ses bras en demandant de l'aide. « Amenez-moi à l'hôpital, je me sens très mal. » J'étais furieuse mais en même temps inquiète. Était-elle vraiment malade ou jouait-elle la comédie ? Léo, toujours aussi gentil, a proposé de l'emmener à l'hôpital et m'a demandé de les accompagner. Mais Karine a dit « Cyril doit s'occuper du café. Allons-y tous les deux. » À cet instant, la colère a bouilli en moi, mais je n'ai pu que me contenir. Après leur départ, j'étais rongée par l'anxiété. 2 heures plus tard, j'ai reçu un message de Léo. Karine a fait un surmenage. Elle a eu une perfusion et ça va mieux. Je l'ai raccompagnée chez vous, ne t'inquiète pas. Ce soir-là, en rentrant, j'ai laissé exploser ma colère refoulée. Qu'est-ce que tu cherches à faire ? Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas ? Pourquoi tu fais ça à Léo ? Karine a d'abord fait semblant de ne pas comprendre, puis a fini par admettre. C'est parce que tu le monopolises. Nous sommes venus en France ensemble, mais depuis que tu es proche de Léo, je suis complètement mise de côté. Mais ce n'est pas une raison pour le draguer de manière aussi vulgaire. Léo est l'homme que j'aime. Ars Sedulevets. À mes mots, la colère a brillé dans les yeux de Karine, comme si un Français était si spécial. Il suffit que je le séduise un peu et il tombera dans mes bras. Ils ne sont pas si différents des Norvégiens. Tous des infidèles. Ces paroles m'ont choquée.
Léo n'est pas comme ça, ne parle pas de lui de cette façon. Karine a ricané. Le temps nous le dira. Si je m'y mets sérieusement, il finira par céder. Sur ces mots, elle a claqué la porte de sa chambre. Cette nuit-là, j'ai longuement réfléchi. L'amitié de Karine était précieuse, mais mes sentiments pour Léo étaient de plus en plus forts. Je ne savais plus quoi faire. Finalement, j'ai décidé de tout raconter à Léo. Le lendemain, lorsque nous nous sommes vus, je lui ai avoué le comportement de Karine et notre dispute. Sa réaction fut surprenante. Il a souri et a dit « En fait, j'avais tout remarqué, que Karine le faisait exprès. Mais je ne voulais pas briser votre amitié. Donc, hésite. Mais pourquoi n'as-tu rien dit ?» Léo a pris un air sérieux. « Parce que je sais que vous êtes amis depuis des années. Si j'étais intervenue, j'aurais pu détruire votre relation. » Il a hésité un instant avant de continuer. « Et puis, depuis le début, il n'y a que toi qui m'intéresse. » En entendant ces mots, quelque chose s'est illuminé en moi. L'honnêteté de Léo m'a donné le courage de me confesser à mon tour. Moi aussi, je t'aime vraiment beaucoup, Léo. Étape, à partir de ce jour, nous sommes officiellement sortis ensemble. J'ai clairement annoncé notre relation à Karine. Au début, elle boudait et restait froide, mais avec le temps, elle a commencé à l'accepter. Cependant, nous passions de moins en moins de temps tous les trois. Léo et moi passions de plus en plus de temps ensemble. Les week-ends, nous explorions les moindres recoins de Paris et faisions parfois des escapades en province. La magnifique mer de Normandie, les châteaux historiques de la Loire, les marchés animés de Provence. Et chaque moment avec Léo était spécial. Léo était un guide merveilleux qui me révélait la profondeur de la culture française. Avec lui, j'ai commencé à comprendre le concept de savoir-vivre. Prendre soin les uns des autres, être attentionné, créer des liens profonds. J'ai découvert que ces valeurs étaient au cœur de la société française. Plus ma relation avec Léo s'approfondissait, plus la tension entre Karine et moi grandissait. Vivre sous le même toit et se croiser tous les jours devenait très pesant. Nos conversations étaient réduites au minimum et à la maison, nous restions enfermés dans nos chambres respectives. Au café, nous n'échangions que des paroles professionnelles, les rires et les discussions d'autrefois avaient disparu. C'était la première fois en 10 ans que je me sentais si distante de ma meilleure amie. Un jour, durant la première semaine de mai, Karine est venue me parler. J'étais méfiante, mais son expression était si sérieuse que je l'ai écoutée. « Cyril, je suis désolée, je crois que j'ai été trop loin. Réconcilions-nous. Et si on sortait tous les 3 ce week-end ?» Sa proposition soudaine m'a déconcertée, mais j'y ai vu une chance de réparer notre amitié. J'en ai parlé à Léo, qui, après un moment de réflexion, a eu une excellente idée. Ce week-end, que diriez-vous d'une randonnée dans la forêt de Fontainebleau ? La forêt est magnifique au printemps. Ce serait super tous les 3. J'ai immédiatement accepté. Ayant l'habitude de randonner en Norvège, la marche ne me faisait pas peur. Karine a aussi accepté avec enthousiasme et notre projet de randonnée était fixé. Léo nous a donné des conseils détaillés sur l'équipement et les vêtements pour débutants. La forêt de Fontainebleau est connue pour ses rochers. Portez impérativement des chaussures de randonnée. Le samedi matin, nous nous sommes retrouvés au point de départ. Le ciel était d'un bleu éclatant. Léo avait tout prévu dans son sac à dos, en cas, trousse de premier secours. Son organisation m'a une fois de plus impressionnée. Karine aussi semblait de bien meilleure humeur. Waouh, cette forêt est magnifique. Au début, le sentier était facile. Un chemin de terre plat serpentait entre les arbres verdoyants, baignés par la lumière du soleil. Léo nous racontait l'histoire de la forêt et de sa faune, et une ambiance détendue régnait entre nous 3. C'était comme si nous étions revenus en arrière. Fontainebleau est une destination très prisée des Parisiens. C'est un lieu chargé d'histoire, un ancien domaine de chasse royale. Karine et moi écoussions avec fascination, mais après une demi-heure de marche, le décor a changé. Le sentier est devenu plus escarpé, la terre a laissé place à des formations rocheuses, le sol était instable et nous risquions de nous tordre la cheville à tout moment. Léo avançait d'un pas assuré en tête, mais Karine et moi commencions à être essoufflés. « Ça va, allez-y doucement, ne forcez pas », nous a-t-il demandé, l'air inquiet. J'ai répondu que ça allait, mais en vérité, mes jambes commençaient à trembler. Karine était dans le même état. C'est alors que nous avons assisté à une scène incroyable. Des personnes âgées, d'au moins 70 ans, nous ont dépassés avec une facilité déconcertante. Ils portaient de lourds sacs à dos, certains étaient même habillés comme pour une simple promenade. Comment font-ils pour grimper si vite ? C'est impressionnant.
À ma question, Léo a ri. Les seigneurs français sont souvent des experts de la randonnée. Certains viennent ici tous les jours. Et puis, les hommes français font souvent ce genre d'entraînement pendant leur scolarité ou leur service militaire. À mi-parcours, Karine s'est soudainement plainte d'une crampe et s'est effondrée. Léo s'est immédiatement précipité pour voir ce qui se passait. Je me suis approchée, inquiète, mais Karine m'a repoussée pour ne se fier qu'à Léo. J'ai très mal. Léo, aide-moi. Léo, avec calme, a massé la jambe de Karin, lui a donné de l'eau et l'a fait se reposer. Grâce à son intervention, l'état de Karin s'est rapidement amélioré. Mais pendant tout ce temps, j'ai remarqué qu'elle s'appuyait excessivement sur Léo. Surtout au moment de se relever, elle s'est agrippée à son bras, se collant à lui plus que nécessaire. C'était désagréable à voir. Après une courte pause, nous sommes repartis. Cette fois, Léo s'est placé au milieu, nous aidant tour à tour, Karine et moi. Quand je manquais de glisser, il me tendait la main pour me soutenir. Quand Karin semblait fatiguée, il lui donnait de l'eau. Mais il y avait une différence évidente. Quand Léo m'aidait, c'était avec un sourire chaleureux et une inquiétude sincère. Quand il aidait Karine, il était poli, mais on sentait une certaine distance. Après 2 heures de montée difficile, nous avons enfin atteint le sommet. La vue sur la campagne environnante était d'une beauté indescriptible. Pendant que nous mangions notre pique-nique, Karine a soudainement demandé « Léo, sois honnête, pourquoi es-tu attiré par Cyril ?» C'est juste parce qu'elle est étrangère et que c'est exotique ? Loin d'être surpris, Léo a répondu calmement. Le jour où je l'ai emmené à l'hôpital, je pensais d'abord que c'était juste un devoir d'aider quelqu'un. Mais après, j'ai pas arrêté de penser à elle. En passant du temps ensemble, j'ai découvert son grand cœur, sa curiosité et sa façon de respecter une nouvelle culture. C'est ça qui m'a vraiment séduit. Sa réponse sincère m'a touchée en plein cœur. Karine est restée silencieuse un moment, puis a de nouveau interrogé Léo. « Et moi, alors, je t'ai fait des avances, mais tu n'as montré aucun intérêt. » L'air s'est glacé, mon regard a croisé celui de Léo. Il a semblé réfléchir un instant, puis a répondu avec franchise. « Karine, je pense que vous êtes une femme séduisante, mais j'ai été attirée par Cyril dès le début. Et pour être honnête, votre façon d'essayer de séduire le petit ami de votre ami m'a un peu mis mal à l'aise. » Le visage de Karine est devenu écarlate. Elle s'est levée d'un bond. « J'ai besoin d'être seule. » Elle s'est éloignée vers un rocher. Léo et moi sommes restés assis en silence. « Excuse-moi, j'ai être été un peu trop direct, a-t-il dit, inquiet. Non, c'était bien que tu sois honnête. C'était un problème qu'il fallait régler un jour ou l'autre. À mes mots, Léo a affiché un sourire soulagé. Une demi-heure plus tard, Karine est revenue. Ses yeux étaient rouges, mais son expression était apaisée. « Je suis désolée, j'ai été très égoïste. Cyril, si tu es heureuse, alors je le suis aussi. » Face à ces excuses sincères, les larmes me sont montées aux yeux. Nous nous sommes serrés dans les bras et la tension accumulée depuis des semaines a commencé à se dissiper. Un peu plus loin, Léo nous regardait en souriant. La descente était plus périlleuse que la montée. Le risque de chuter sur les rochers glissants et les pentes raides était plus grand. Léo nous a guidés avec encore plus de prudence. Au moment où j'ai glissé, il a rapidement tendu le bras pour me retenir. Nos regards se sont croisés et dans ses yeux, j'ai lu un amour profond. Karine n'a plus montré aucun signe de compétition. Au contraire, elle semblait respecter notre relation. Pendant une pause, elle m'a murmuré « C'est vraiment un homme bien. Rends-le heureux. » Quand nous sommes arrivés en bas, le soleil commençait à se coucher. La journée de randonnée nous avait épuisés, mais nos cœurs étaient plus légers que jamais. Léo nous a emmenés dans un bistrot voisin et nous avons terminé la journée avec un steak frites et une bière. En France, après un gros effort, un bon steak frites et une bière, c'est le paradis. Karine et moi avons acquiescé en riant. En savourant notre repas, nous avons parlé de notre journée et de notre vie en France, de manière détendue. Karine semblait avoir retrouvé sa bonne humeur d'antan. Dans le taxi du retour, Karine s'est endormie. J'ai dit à Léo à voix basse « Merci d'avoir été honnête avec Karine aujourd'hui. Mais pourquoi as-tu attendu si longtemps? Tu n'as rien dit alors qu'elle se comportait comme ça depuis des semaines. » Léo a réfléchi un instant. « Je ne voulais pas détruire votre amitié. J'attendais que Karine s'en rende compte par elle-même. Et pour être franc, son comportement n'avait aucun effet sur moi. Mon cœur n'a jamais appartenu qu'à toi, Cyril. » En entendant ces mots, mes derniers doutes se sont envolés. J'ai eu la certitude que Léo n'était pas seulement un homme bien, mais celui que je voulais vraiment aimer. Lui qui était si doué pour comprendre les situations et les gens, avait tout vu du manège de Karine, mais n'avait rien dit par égard pour notre amitié. Cette prévenance et cette grandeur d'âme m'ont encore plus touchée. En arrivant à la maison, Karine est allée directement dans sa chambre. Avant de dire au revoir à Léo,
Il m'a murmuré, c'était une belle journée. La prochaine fois, nous irons explorer une autre forêt, juste tous les deux. Ce soir-là, dans mon lit, en repensant à cette journée, j'ai souri. La confrontation et la réconciliation à Fontainebleau et la confirmation des sentiments de Léo. C'était une journée inestimable. Mon amitié avec Karine était sur la voie de la guérison et ma relation avec Léo s'était encore approfondie. Le lendemain matin, Karine est venue me voir. « Cyril, je suis vraiment désolée pour hier. J'ai été très égoïste. » « C'est rien, Karine. Nous sommes amis depuis plus de 10 ans. On ne va pas se brouiller pour ça. » À mes mots, Karine a semblé soulagée. Pour être honnête, au début, Léo me plaisait vraiment. C'est pour ça que j'étais jalouse. Mais hier, en vous voyant tous les deux, j'ai compris, il t'aime vraiment. Et tu as l'air si heureuse. J'étais remplie de gratitude pour sa franchise. Que vas-tu faire maintenant ? Karine a réfléchi. Je pense rentrer en Norvège à la fin du PVT. Mais toi, tu vas continuer avec Léo, n'est-ce pas ? À cette question, j'ai répondu avec conviction. Oui, c'est mon intention. Léo est quelqu'un de spécial. Karine a souri. Je comprends. Même moi, je vois que c'est un homme formidable. À partir de maintenant, je vous soutiendrai. Ainsi, notre malentendu s'est dissipé et notre trio a retrouvé son équilibre. Grâce à cette expérience commune de la randonnée, nous avons pu faire face à nos sentiments et trouver un nouvel équilibre. Le calme, la gentillesse et la sincérité de Léo m'ont profondément émue et m'ont donné confiance en notre avenir. L'expérience de Fontainebleau n'était pas une simple randonnée, mais un tournant décisif qui a reconstruit nos relations. Depuis notre randonnée, ma relation avec Léo s'est encore approfondie. Le problème avec Karin étant résolu, un poids s'était levé de mon cœur. Alors que je vivais ces jours heureux, la fin de mon PVT approchait à grands pas, plus que 2 mois. La réalité de devoir retourner en Norvège m'angoissait. L'idée de me séparer de Léo me brisait le cœur, mais maintenir une relation à distance me semblait difficile. Après avoir longuement hésité, j'ai décidé de lui en parler franchement. Je ne sais pas quoi faire quand mon PVT se terminera. J'ai pas envie de partir, mais y a-t-il une autre solution ? Léo a réfléchi un instant puis m'a donné une réponse inattendue. Et si on se mariait ? Ces mots m'ont stupéfaite. Bien sûr, j'y avais déjà pensé en secret, mais je ne m'attendais pas à ce que la proposition vienne de lui. Il a poursuivi avec un visage sérieux. Cela peut sembler soudain, mais je suis très sérieux. Je veux passer le reste de ma vie avec toi, Cyril. Je suis restée sans voix pendant un moment. La joie se mêlait à des préoccupations très concrètes. Le mariage était bien plus qu'une simple solution à un problème de visa. Étais-je prête à accepter tout ce que cela impliquait ? Sa famille, sa culture, sa langue. N'est-ce pas un peu rapide ? Nous ne nous connaissons que depuis quelques mois. Léo a hoché la tête, compréhensif. Je ne suis plus un enfant et je pense avoir un bon jugement. Je sais que tu es une personne merveilleuse, Cyril. Ma décision est prise. Son attitude calme a fini par me convaincre. Après une semaine de réflexion, j'ai pris ma décision. J'ai choisi de construire mon avenir avec Léo. Je l'ai appelé pour lui donner rendez-vous dans un parc où je lui ai donné ma réponse. « Léo, je veux être avec toi, moi aussi. Marions-nous. » Son visage s'est illuminé. Il a sorti une petite boîte de sa poche et s'est agenouillé. À l'intérieur se trouvait une bague en diamant, simple et magnifique. « Alors je te le demande officiellement. Cyril, veux-tu m'épouser ? » L'émotion de ce jour est encore vive dans ma mémoire. Je n'ai pas pu retenir mes larmes face à sa demande sincère. Sous les applaudissements des passants, nous nous sommes enlacés. Ainsi ont commencé les préparatifs de notre mariage. Mais de nombreux problèmes concrets nous attendaient. Ma plus grande inquiétude concernait ses parents. Comment réagirait-il à l'idée d'une belle-fille étrangère ? Mais dès notre première rencontre, cette crainte s'est envolée. La mère de Léo m'a pris fermement les mains et m'a dit « Voir mon fils si heureux me rend heureuse. À partir d'aujourd'hui, tu es notre fille. » Ces mots m'ont profondément émue. J'avais entendu dire que les belles-mères françaises pouvaient être strictes, mais les parents de Léo se souciaient plus du bonheur de leur fils que de mes origines. Plus surprenant encore, ils avaient commencé à apprendre quelques mots d'anglais pour moi. Leurs efforts pour communiquer avec moi étaient incroyablement touchants. Les préparatifs du mariage furent aussi une période d'apprentissage. La culture du mariage en France était très différente de celle de la Norvège. De la rencontre des familles au vin d'honneur, tout était nouveau mais fascinant. Mon autre préoccupation était mon travail. Léo m'a aidé à explorer différentes pistes en tenant compte de mon expérience et de mes compétences. Cyril, tu parles anglais et norvégien. Pourquoi ne pas chercher un poste de professeur de langue ou dans la traduction ?
Suivant son conseil, j'ai envoyé mon CV à des écoles de langue et des entreprises internationales. Par chance, j'ai obtenu un poste de consultante culturelle dans la filiale française d'une entreprise norvégienne. Mon rôle était de faciliter la communication commerciale entre les deux pays. C'était le travail parfait pour moi. Le jour de notre mariage fut le plus beau de ma vie. Devant nos familles et nos amis, Léo et moi, nous sommes jurés un amour éternel. Karine était même venue de Norvège pour célébrer avec nous. Elle semblait sincèrement heureuse. Cyril, je suis si contente pour toi. Léo est vraiment un homme merveilleux. Nous avons commencé notre nouvelle vie dans l'appartement de Léo. En m'habituant peu à peu à la vie française, j'ai commencé à sentir que cet endroit pourrait devenir mon véritable foyer. J'ai été reconnue dans mon travail et mon français s'est considérablement amélioré. Léo me disait toujours « ton bonheur est mon bonheur » et il m'a toujours soutenue dans mon intégration. 1 an après notre mariage, une heureuse nouvelle est arrivée, j'étais enceinte. C'était inattendu, mais Léo et moi étions fous de joie. Avec la grossesse, j'ai découvert une autre différence culturelle. Le suivi prénatal en France était totalement différent de celui de la Norvège. La maternité où Léo m'a emmenée était dotée d'équipements de pointe. J'avais une échographie en 3D chaque mois et un programme de suivi de santé détaillé. En Norvège, on ne fait que 3 échographies pendant toute la grossesse, alors qu'en France, on suit la croissance du bébé de très près chaque mois. De plus, les frais médicaux étaient relativement bas. La France a un faible taux de natalité, alors ils prennent particulièrement soin des femmes enceintes, m'a expliqué Léo. Pendant ma grossesse, l'attention de Léo a redoublé. Chaque matin, il me préparait un petit déjeuner nutritif et en rentrant du travail, nous allions nous promener ensemble. Ses parents nous rendaient souvent visite, apportant des aliments réputés bons pour les femmes enceintes. À l'approche de l'accouchement, j'ai découvert une autre coutume française, la préparation de la naissance. La mère de Léo a tout acheté, des vêtements de bébé traditionnels aux articles de puériculture les plus modernes. Dans notre culture, c'est la tradition que la grand-mère prépare ces choses avant la naissance du bébé. Le jour de l'accouchement est enfin arrivé, les contractions ont commencé et après 10 heures de travail douloureux, notre fille Solène est née. La joie de cet instant est indescriptible. Léo a pleuré en tenant Solène dans ses bras et cette image a décuplé mon propre bonheur. Mais la vraie surprise est venue après la naissance. La façon dont on s'occupe des jeunes mères en France était une expérience totalement nouvelle pour moi. On m'a dit qu'il y avait une coutume appelée le retour de couche, où la jeune mère est aidée par sa propre mère. Comme ma famille était loin, la mère de Léo est venue s'installer chez nous pendant 1 mois pour s'occuper de moi. Chaque jour, elle me préparait des plats français nutritifs et m'apprenait à m'occuper du bébé. Ce pot au feu est excellent pour les jeunes mamans. Tu dois bien manger pendant 1 mois. Au début, je pensais que manger la même chose tous les jours serait ennuyeux. Mais étonnamment, les plats de ma belle-mère étaient différents chaque jour. L'amour qu'elle mettait à varier les ingrédients, bœuf, poulet, poisson, me touchait profondément. Le jour du premier anniversaire de Solène, nous avons organisé une grande fête. La famille de Léo, ses collègues et nos amis français étaient tous là. Solène a reçu de nombreux cadeaux et tout le monde a ri quand elle a plongé ses mains dans son gâteau. La voix fière de mon beau-père résonne encore à mes oreilles. Notre Solène sera une gourmande. Au fil du temps, je me suis de plus en plus intégrée à la culture française. J'ai appris à cuisiner des plats traditionnels et à Noël, j'ai préparé le repas avec ma belle-mère. Mon français est devenu presque courant. Léo regardait avec fierté mon intégration. C'est incroyable de voir tous tes efforts, Cyril. Tu es presque plus française qu'une Française. Ces compliments me faisaient rougir, mais j'étais heureuse. Quand Solène a eu 3 ans, nous avons invité ma famille de Norvège. C'était leur première visite en France. Ils ont été rassurés de me voir si heureuse et épanouie dans ma nouvelle vie de famille. Mes parents, en particulier, ont été impressionnés par la sécurité et la commodité de la vie en France. Cyril, c'est un tel soulagement de te voir si heureuse. Nous étions inquiets au début, mais maintenant nous sommes rassurés, m'a dit ma mère. Ces mots m'ont rempli de fierté. Ma famille a également rencontré les parents de Léo. Malgré la barrière de la langue, ils ont passé des moments joyeux, communiquant par gestes et avec des applications de traduction. La photo des 2 couples de grands-parents entourant Solène est l'un des moments les plus heureux de ma vie. Aujourd'hui, cela fait 7 ans que je vis en France. Nous avons eu un 2e enfant qui grandit en pleine santé. Quand je suis arrivée, je pensais ne rester qu'1 an, mais aujourd'hui, c'est ici ma véritable maison.
Ma rencontre avec Léo dans un moment de crise a complètement changé le cours de ma vie. Les rues sûres de France, le système de santé efficace, la chaleur de la culture familiale, tout cela est devenu un trésor inestimable pour moi. Parfois, la Norvège me manque, mais je ressens une profonde gratitude pour ma vie actuelle, avec Léo, mes enfants et ma nouvelle famille. La chaleur et la sécurité que je n'avais même pas connues en Norvège, pays dont j'étais si fière, je les ai trouvées en France. Jamais je n'aurais imaginé, en montant dans l'avion pour Paris, que le lien créé avec l'homme qui m'a sauvé la vie mènerait à une si belle histoire de famille. Comme me l'a dit ma belle-mère, tu es notre fille maintenant. Je suis aujourd'hui un membre à part entière de cette famille française. Non plus une étrangère venue de Norvège, mais l'épouse, la mère et la fille d'une famille. Parfois, Léo me demande « Tu ne regrettes pas ta vie en France, la Norvège ne te manque pas ?» À chaque fois, je réponds avec conviction, pas le moindre regret. C'est ici ma maison. Il est incroyable de penser que ce moment de crise où j'ai failli m'étouffer avec un sandwich fut le début de la plus grande bénédiction de ma vie. Si je n'avais pas rencontré Léo, je n'aurais jamais connu les merveilles de la France. Aujourd'hui, chaque matin, en me réveillant, je suis remplie de gratitude. L'amour véritable, une famille et un foyer trouvés dans un pays étranger, c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait fait.